Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre encore une fois aujourd'hui pour cet épisode de CX au quotidien. Nous sommes au 17e épisode déjà. On reçoit encore une fois Alex. Bonjour Alex. Salut Julie. Alors, on a eu une superbe et passionnante discussion il y a 2 semaines au sujet de la désirabilité versus friction en CX, ce qui nous avait permis de parler aussi de ce que c'était que la transformation au niveau de l'expérience client. Et on a tellement aimé la discussion, on a dû arrêter parce que, évidemment, le temps était imparti. Mais là, on a décidé et on a choisi de faire un deuxième épisode pour continuer cette discussion-là. Avant qu'on continue, Alex, je vais te laisser te représenter pour les gens qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent. Certainement. Puis merci de me recevoir à nouveau, Julie. Effectivement, je pense qu'on a eu trop de plaisir la dernière fois, fallait le refaire. Ouais, c'est ça. Donc, je suis fondateur en fait d'une entreprise nommée Artefact Ventures qui aide les organisations finalement à réduire l'écart entre la promesse client qui est communiquée et l'exécution dans les opérations de cette promesse client-là. Fait que d'ailleurs, dans le premier épisode, là, je mentionnais là, que c'était Business Artifacts. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur le design et le branding de ma compagnie pour migrer vers Artefact Ventures. Donc, tu sais, en gros, on propose une approche là, unique qui raccorde dans le fond une recherche avec un accompagnement puis un produit pour vraiment expérimenter et développer des comportements avec les employés de l'entreprise pour générer de la valeur pour le client et l'organisation au quotidien. Fait que le résultat visé vraiment, c'est d'avoir des employés qui sont mobilisés puis engagés à créer de la valeur au quotidien pour le client puis pour l'organisation. Et sans revoir un peu tout mon parcours, je vais faire peut-être une brève parenthèse, mais je pense qu'avant d'arriver au rôle où je suis aujourd'hui avec cette organisation, j'ai clairement bâti mon expérience au travers de plusieurs mandats de transformation centrés sur le client, notamment dans des rôles de CX, là, et pour une grande organisation aussi quand même, là, avec Vidéotron Québécois, donc une entreprise basée au Québec en télécommunication, Mm. donc qui m'a donné vraiment de très, très belles expériences sur des mandats d'une grande ampleur aussi, là. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment là finalement pour parler des défis que j'ai rencontrés autour de ces rôles-là en grande entreprise finalement. Donc, ça me fait plaisir là, d'être là encore aujourd'hui pour discuter de tous ces beaux challenges. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de ces rôles-là, c'était quoi le rôle que tu occupais justement pour travailler toutes ces transformations-là? Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Exact. Donc, pour positionner le tout, moi, j'étais dans un rôle, en fait, au niveau du réseau de détail, donc au niveau des boutiques et magasins. Donc, on avait plus de 140 boutiques. Et à même Vidéotron, dans le fond, tu sais, il y a eu plusieurs transformations du modèle de l'entreprise. Au départ, c'était juste un câbleau distributeur. Après ça, c'est devenu un telco. Donc, on a rentré la télécommunication. Moi, j'ai vraiment commencé mon aventure dans cette première transformation-là. Donc, au départ, il y avait seulement 10 boutiques et à la fin, justement, il y en avait 140 parce que ça a vraiment Wow. pris son ampleur avec le produit de la téléphonie mobile. Mais un des grands projets, notamment, tu sais, qui m'a bien fait goûter je dirais, l'essence, c'est d'avoir un rôle CX qui peut être plus transversal. C'était quand l'organisation, il y a quelques années, a lancé aussi le produit Helix. On devait revoir, dans le fond, un peu le rôle des boutiques avec un nouveau produit pour faire découvrir un nouveau produit parce que Illico, qui était le produit télé depuis toujours, en fait, était bien connu. Donc, il n'y avait pas nécessairement les mêmes besoins de découverte. Donc, il y a eu tout un exercice qui a été fait par la business, dans le fond, pour revoir le rôle des différents canaux, revoir, dans le fond, les parcours clients. Donc, ça a été vraiment un beau tremplin pour moi pour me mettre vraiment les deux pieds, je te dirais, dans cette optique-là un peu plus omnicanal, parce qu'avant ça, j'étais dans un rôle plus de
liées à l'expérience client en boutique en tant que telle. Donc, tu sais, je développais des parcours en boutique, mais sans nécessairement avoir d'interrelation avec le numérique ou avec d'autres canaux nécessairement. Donc, il était une super expérience aussi. Puis je pense qu'il faut apprendre à marcher avant de courir aussi. Là. Donc, Oui. définitivement, j'ai pu me développer pour finir plus tard après ça, plus du côté affaires aussi. Donc, j'ai fait du côté consommateur, mais après ça, j'ai fait de la transformation du point de vue affaires également. Donc, j'ai vraiment pu toucher à plein de facettes. Puis, comme je le mentionnais la dernière fois, tu sais, il reste que pour moi, tu sais, je suis un peu vendu, mais c'est clairement un des plus beaux rôles dans une organisation, un rôle de CX, là, on s'entend, là, puis je me répète, mais c'est d'avoir un rôle qui est transversal où on peut toucher à l'ensemble des canaux, que ce soit des canaux numériques ou des canaux traditionnels physiques. On touche au stratégique, on touche à la tactique, aux opérations. Fait que c'est sûr qu'on a besoin d'avoir une grande compréhension de l'entreprise, du marché, du client. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper stimulant, puis ça vient vraiment positionner le CX au centre d'une organisation quand on le regarde comme ça, où on se positionne entre le marketing, dans le fond, puis les opérations, donc les ventes, le service client, que ce soit le soutien technique, peu importe, le site web, l'application, qui vont livrer finalement cette promesse client-là aussi. Et j'ai noté environ peut-être 5-6 thèmes de grands défis, là, en fait, qu'on va OK. pouvoir discuter ensemble. Là. Parfait. Est-ce que tu veux que je me lance? Oh oui, vas-y. OK, je me lance. Euh, Partons de la base. Je te dirais que quand on commence un nouveau rôle en CX, il faut vraiment le plus beau message que je pourrais donner ici, c'est de bien identifier son terrain de jeu dans l'arène politique et de bâtir des alliances stratégiques. Je Ouais. m'explique? Oui. Le CX, c'est un rôle d'influence, d'abord et avant tout, parce que pour améliorer l'expérience client, ben, il faut venir changer des processus, il faut aller dans les équipes opérationnelles. Donc, on est continuellement en train de jouer dans la cour des autres. Ouais. Donc, en jouant dans la cour des autres, ben, il faut savoir bien exposer le what's in it for them, désolé l'anglicisme, là, mais tu sais, Mhm. c'est quoi les bénéfices un peu qu'eux vont pouvoir obtenir de cette transformation-là et de bien comprendre finalement les limites. Puis, quand c'est le temps aussi des franchises, ces limites-là aussi parfois. Donc, euh, tu sais, des fois, j'aime bien faire un peu une représentation, tu sais, de l'expérience client où je fais comme l'expérience avec un grand rond. Puis au centre de ce rond-là, il y a un autre cercle qui est les opérations finalement, tu sais. Ouais. Puis dans les opérations, ben, il faut venir toucher à des processus, dans le fond, parce que c'est des processus opérationnels, des fois, qui vont venir avoir un impact en bout de piste sur le client aussi. Donc, il faut travailler avec les gens des opérations pour voir c'est quoi qu'il faut modifier, c'est quoi qu'il faut améliorer, c'est quoi qu'il faut retirer des fois comme processus, des fois c'est quoi qu'il faut créer comme processus également. Donc, c'est vraiment une démarche là où il y a beaucoup d'importance d'avoir justement établi des bonnes relations avec ces équipes-là pour faciliter cette transformation puis les changements qu'on amène. Mais alors, si on s'arrête sur ce point-là, Ouais. comment tu gères les résistances? C'est en fait l'idée, puis je te dirais, ça va m'amener un peu à mon autre point aussi, mais il faut trouver un pont, tu sais, il faut trouver un terrain commun. Puis c'est sûr que bon, on est chanceux par la force des choses, le client, c'est souvent un terrain commun aussi, mais l'autre élément, c'est plate, mais c'est l'argent. Tu sais. Puis dans le fond, dans une business, il reste que la part des entreprises, tu sais, c'est pas des OSBL, ils doivent générer du Ouais. revenu. Ouais. Et c'est souvent un des défis, en fait, de parfois de certaines personnes en expérience client aussi, c'est de ne pas rattacher finalement des initiatives aux revenus puis au Mhm. retour sur investissement. Parce qu'en business, il reste que le langage commence d'abord et avant tout par un langage financier. Puis si on ne parle pas le même langage que le VP Finance ou le CFO, ben on risque d'être moins dans les discussions stratégiques, puis on risque d'être plus sur les lignes de côté aussi. Donc, je te dirais qu'un des éléments qui est hyper important là-dedans, c'est de démontrer le retour sur investissement de l'initiative aussi, puis de démontrer la valeur en arrière de ça. Fait qu'après ça, d'un point de vue opération, quand on voit qu'on génère de l'efficacité, qu'on voit qu'on génère pas juste de la satisfaction client, mais qu'on génère des revenus ou justement des gains en efficacité, ben ça vient
créer ce pont-là finalement pour rallier les équipes sur un même objectif qui est un objectif d'entreprise qui va aller au-delà du simple besoin, pas de besoin, mais de l'objectif du département aussi. Tu sais. Ouais. Donc, vraiment, je pense que l'aspect monétaire est hyper important pour vraiment, tu sais, les clients et les revenus, c'est un super bon point de ralliement puissant pour engager les autres acteurs des autres départements dans cet objectif commun-là, définitivement. Puis, l'élément que je rajouterais, c'est que c'est pas toujours facile, par contre, de venir mettre des dollars sur des initiatives aussi. Puis je l'ai vécu, puis tu sais, on n'a pas encore nécessairement trouvé la réponse à tout. Et des fois, tu sais, on essaie de rattacher des dollars à du NPS. J'ai eu toutes sortes de formules, toutes sortes d'éléments, mais je pense que la clé du succès, c'est de se donner des mesures qu'on est capable d'avoir un certain niveau de contrôle dessus, puis qu'on est vraiment capable d'identifier puis d'isoler aussi. Là. Donc, ça serait un peu ma réponse. Ouais. Bah, c'est une bonne réponse là. Ton défi numéro 2, c'était lequel? Je dirais, puis je vais m'expliquer encore une fois, mais c'est un piège aussi, la notion de transformation omnicanale. Puis, je, je m'explique. Un projet CX, ça peut souvent être associé à un grand projet de transformation, donc comme une transformation numérique dans une entreprise ou l'implantation d'un nouveau CRM, là, Customer Relationship Management, genre de Salesforce de ce monde, etc., ou d'une DXP, là, donc une plateforme d'expérience client numérique, pour adresser des défis qui sont omnicanaux finalement, donc qui vont rallier plusieurs points de contact pour le client. Et dans ce contexte-là, le projet devient soudainement, des fois, la solution magique à tous les problèmes de la business. Et c'est un jeu dangereux, je dirais, où le responsable CX, dans le fond, qui est souvent le lead d'un projet comme ça, doit vraiment pouvoir mettre son chapeau de gestionnaire de projet, puis bien gérer les attentes, puis surtout de gérer le scope du mandat, en fait. Un projet de transformation a souvent, bon, beaucoup de visibilité dans une organisation qui est super bien, qui est super positif. Donc, ça vient vraiment qu'un lot d'éléments hyper intéressants, mais il y a un revers de la médaille à ça aussi, où des fois, on veut plaire à tout le monde, puis finalement, on tombe dans des grands projets de transformation qui sont sans fin et qui vont rapidement devenir un gouffre financier Pas aussi. trop. Ouais. Donc, ça peut vraiment être des pièges qu'il faut guetter, je dirais. Puis une des solutions, là, je prends de l'avance. Ouais, parce que je m'apprêtais à te dire. Ici, je te dirais, c'est plutôt de débuter par des éléments des fois non technologiques. Je m'explique comme retravailler le rôle des différents canaux et des départements alignés sur une vision commune ou sur une promesse client qui est redéfinie. Revoir, c'est quoi les processus qui doivent être retirés, épurés ou créés? C'est quoi les comportements que la haute direction doit adopter pour transformer un mindset aussi? Puis quand ces éléments-là sont en place, ben c'est drôle, on vient soudainement de se donner des conditions de succès pour engager un projet de transformation numérique ou d'intégration d'un outil technologique ou vice-versa. Donc, je pense que ça serait vraiment le conseil que j'ai à donner de ce côté-là. Ouais, ouais, ouais. J'ai rien à dire. Super. Si je poursuis, dans le fond, un autre grand défi, c'est de faire des choix stratégiques. Et je m'explique encore une fois. Donc, tu sais, les CX, on s'entend par la nature des choses, on veut aider tout le monde, on veut venir en aide à tous, mais pour avoir du succès, ben, il faut cibler nos interventions. Et je donne un exemple fictif ici, là. On parle beaucoup des compagnies aériennes en ce moment. Moi qui s'apprête à prendre un voyage, je vais prendre mon carry-on certainement. Mais si on applique un peu la loi de Pareto à une compagnie aérienne, puis qu'on regarde la classe affaires, qui représente peut-être 20% de la clientèle, mais 80% des revenus. Et si la compagnie, demain matin, mettait un questionnaire en place pour sonder 100% de sa base client sur une préférence au niveau d'un service premium, par exemple, puis qu'elle traite toutes les réponses avec la même importance, ben elle va se diriger dans la mauvaise direction. Parce que 80% des répondants génèrent seulement 20% des revenus aussi. Donc, et peut-être que ces 80% de répondants-là non plus, en prenant l'avion une fois par année, n'ont pas nécessairement les mêmes besoins premium aussi que la clientèle affaires.
Donc, c'est un bel exemple ici de focuser, tu sais, vraiment sur des initiatives qui vont être en lien avec des clients à haute valeur aussi sur lesquels on veut travailler de la désirabilité, innover, bâtir des nouveaux parcours pour ce type de clientèle-là. Puis de l'autre côté, 80% de la clientèle, ben, on veut rendre ça le plus fluide possible aussi, tu sais. Mais c'est pas nécessairement le même type de projet. Puis il faut faire attention dans quelle direction on prend les choses, puis surtout avec qui on s'adresse quand on vient pour faire notre recherche puis explorer ces avenues-là. Mm. Puis, tu sais, clairement que de designer une expérience prend plus de temps, des fois, que de corriger un irritant client. C'est pas toujours le cas, mais d'où l'importance quand même de bien avoir identifié ton client à haute valeur pour travailler, tu sais, sur ses besoins puis développer vraiment une solution qui est en ligne avec ses comportements. OK, donc savoir quoi choisir Ouais, comme projet. ouais, exactement. Puis, c'est drôle, puis ce point-là m'amène un peu à un autre piège finalement, parce que tu sais, quand je pense à client haute valeur, ben, c'est quelque part, on veut se définir notre profil type, on veut définir un peu notre client idéal. Puis un des outils, tu sais, souvent qu'on utilise dans le domaine, c'est les personas. Ouais. Mais en expérience client, tu sais, des fois, un des défis ou des pièges, c'est d'être sur des éléments peut-être trop abstraits. Euh, Puis les personnages, je trouve que c'est un super bel exemple parce que dans plein d'entreprises maintenant que j'ai vu, on peut même pas parler du concept sans avoir une connotation un peu de pelletage de nuages autour du concept de personnage. C'est quasiment un mot qu'on ne peut pas mentionner. Puis c'est dommage parce que, tu sais, on s'entend, c'est un super bel outil qui peut amener énormément de valeur, mais c'est des mauvaises pratiques autour de l'implantation des personnes qui ont amené cette réputation-là. Puis plus concrètement, dans le fond, je pense que la première erreur qu'on fait souvent, c'est de focuser sur des attributs démographiques, l'âge, le sexe, le revenu familial, des données qui ne mènent pas souvent à rien de concret réellement, alors que si on regarde plutôt dans les données, le data, qu'est-ce que notre client à haute valeur fait? C'est Ouais. quoi son comportement? C'est combien de fois il est allé visiter le site web? C'est quoi les produits qu'il a achetés? C'est quoi les accessoires qu'il a achetés pour pouvoir ensuite faire des liens entre ses comportements et ceux de d'autres clients au profil similaire qu'on va aller chercher Mm. en fonction de la bonne étape aussi dans le parcours client. Fait que c'est quoi les fonctionnalités qui sont appréciées, c'est quoi les fonctionnalités qui sont sous-utilisées aussi, puis qu'on peut mettre de l'avant finalement, exemple dans un processus d'onboarding pour faire en sorte de générer un maximum de valeur pour le client. Donc, c'est des éléments qu'on peut travailler qui là deviennent concrets dans le fond Ouais. et qui sont vraiment où on s'éloigne vraiment d'une notion abstraite des fois. Abstraite, ouais. Non, mais c'est dingue que tu le dises parce que hier, je donnais une formation quelque part et puis je leur disais, je dis en fait, il faut juste retenir que dans le CX, il faut aller dans le concret. Tu sais. On sort du frou-frou et du flafla qui est autour, là. On veut vraiment des éléments sur lesquels on peut réellement travailler. Et c'est ça que tu viens de dire pour les personas, effectivement. Parce que si on se contente de faire, en fait, à la limite, si on se contente de garder les données démographiques, on est encore en train de faire minimalement une clientèle cible, comme on Ouais, connaît dans le passé, effectivement. exact, exact. Non, c'est sûr qu'il y a toujours, tu sais, des éléments qui peuvent être intéressants en termes de segmentation, tout ça, mais il faut être en mesure de l'amener à un autre niveau quand même pour pouvoir. Tu sais, pour moi, l'objectif ultime est toujours de se rendre au comportement, finalement. Tu sais. C'est ça. Ouais. Puis, en fait, ça m'amène à mon autre point. Euh, D'utiliser les bonnes mesures au bon niveau, puis savoir différencier une mesure, dans le fond, un metric, là, dans l'anglicisme, d'un KPI aussi, là, qui est un Key Performance Indicator, dans le fond, Mhm. un indicateur clé de performance. Puis je m'explique. Tu sais, un metric est une mesure, dans le fond, qu'on utilise pour suivre l'évolution d'un attribut, d'une caractéristique, d'une composante, alors qu'un KPI, finalement, le nom le dit, Key Performance, dans le fond, c'est on mesure, c'est un indicateur clé de mesure de performance. Et quand on mélange les deux, ben, c'est parce qu'on se retrouve peut-être à avoir beaucoup trop de mesures que l'on suit et qu'on met de l'avant, ce qui fait en sorte qu'on se perd un peu en ayant trop d'indicateurs de performance. Et les gestionnaires dans ce temps-là, ben, ce qui arrive, c'est qu'ils passent plus de temps à faire de l'admin puis à gérer des chiffres
qui aide sur le plancher à gérer du comportement, puis à travailler les comportements qui vont vraiment réellement générer la performance en bout de ligne. Est-ce que tu peux donner un exemple de KPI et un exemple de matrix pour que les gens puissent à peu près voir comment faire la différence? Ben, tu sais, exemple, l'efficacité aux caisses. C'est une mesure qui est hyper intéressante en fait aussi en fonction du contexte. Si on veut justement améliorer l'expérience à la conclusion du parcours client, super intéressant. Mais est-ce que c'est un indicateur de performance clé? Ça dépend, ça dépend du contexte de l'organisation, mais pas nécessairement. Donc, OK. c'est là où il faut faire un peu la nuance. Mais pour donner un autre exemple aussi, des fois où on peut se tromper, c'est d'un point de vue stratégique puis opérationnel. Exemple, une erreur que je vois fréquemment, c'est d'utiliser le NPS pour mesurer un conseiller dans un centre d'appel ou dans une boutique. Mais le NPS, c'est une mesure stratégique. C'est une mesure qui est hyper intéressante pour se mesurer à une autre organisation. Mais le pauvre agent ou le pauvre employé, il y a beaucoup trop de facteurs qu'il ne contrôle pas qui vont venir influencer la proportion des chances que le client va recommander l'entreprise à un autre client. Puis, tu sais, souvent, malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça devient en soi un élément de mauvaise expérience. Puis, on connaît tous le classique du concessionnaire automobile là, qui demande absolument un 9 ou un 10. Oui. Désolé de l'anglicisme, mais defeats the purpose. Là, c'est Yeah. vraiment... donc, je pense que c'est des beaux exemples où on peut plutôt se dire, ben, au lieu d'utiliser l'NPS, ben, pourquoi on n'évalue pas une composante, dans le fond, qui est vraiment le service livré par l'agent ou son Voilà. niveau de connaissance sur le produit ou c'est, donc des éléments sur lesquels il peut avoir le contrôle puis qu'on peut vraiment travailler des éléments ensuite de comportement, justement, pour travailler un impact là, sur les mesures. Puis, tu sais, ce qui est super intéressant, selon moi, du point de vue des comportements, c'est qu'on travaille le futur. On travaille, dans le fond, tu sais, bon, combien de fois tu as appelé tes clients pour faire des suivis, etc. Si tu travailles des exemples comme ça, plutôt que de regarder le NPS des résultats des sondages des 3 dernières semaines qui sont passés, sur lesquels je peux plus vraiment apporter une action, ou mes résultats de vente sur lesquels je peux pas porter une action de mes semaines précédentes, plutôt quand je regarde des comportements justement en termes de proactivité, puis de justement, exemple, de suivi client ou peu importe, ben ce sont des comportements qui peuvent venir influencer les prochains résultats finalement. Donc, il devient beaucoup plus intéressant aussi d'un point de vue gestion à travailler, puis d'un point de vue Et qui aussi sont de plus proches l'employé. aussi. Qui sont plus proches de l'employé. C'est plus Ben ouais, de vouloir travailler sur ça parce qu'il peut avoir un contrôle sur ça. exactement. Ouais. Puis, tu sais, selon moi, une des plus belles choses qu'une entreprise peut faire, c'est de tester puis d'expérimenter puis de donner une zone d'autonomie un peu aux employés pour découvrir ces comportements-là qui ont un impact justement sur les KPI. Puis, des fois, c'est aussi simple que c'est sa prestance, tu sais, c'est l'attitude, tu sais, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut travailler qui appartiennent aussi à l'individu puis qui vont vraiment générer de la valeur. Mais si on laisse la place justement pour tester, s'améliorer de ce point de vue-là en termes de comportement, ben, on peut vraiment développer une mécanique finalement qui fait en sorte que les gens se challengent un peu plus au quotidien finalement, puis qui vont être orientés vraiment vers un développement personnel, puis le développement de l'entreprise. Puis c'est un peu ça, moi, qui a motivé finalement aussi la fondation d'Artefact, là, finalement, c'est d'aider les entreprises et leurs employés à vraiment identifier, tester puis mesurer des comportements qui vont avoir un impact finalement sur les bons copies et les bons objectifs pour la suite. Là. Wow. J'ai jamais autant hoché la tête durant un podcast, je pense. On est en accord! Totalement. OK. Et ton Ouais. prochain défi, c'est lequel? Ouais, je te dirais qu'en termes de défis, c'est pas mal le dernier que j'avais au niveau du poste. Et OK. ce que je pourrais rajouter, par contre, c'est que, tu sais, au niveau des organisations aujourd'hui, la pire erreur qu'une business peut faire, c'est de se déconnecter de son client. Tu sais, d'autant plus que le client aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 2 ans. On est dans un monde qui roule à une vitesse effrénée. Et clairement, pour moi, le CX, ben, c'est un moteur de transformation hyper puissant. Quand on est en mesure de mettre ses principes, ses méthodes, ses approches concrètes
pour rendre les organisations flexibles, adaptables, alignées sur leurs clients. Donc, puis, tu l'as mentionné beaucoup dans tes podcasts précédents, mais les CX, malheureusement, ils sont incompris. On parle de service à la clientèle, alors que c'est vraiment une approche holistique là, en bout de piste. Là. Ouais, totalement. C'est fou, cette capacité de vouloir aussi, pas juste de prendre ça comme une mode, parce que tout le monde fait du CX maintenant, on s'entend, hein. Mais il faut vouloir comprendre, puis donner aussi les outils à la personne qui est supposée être la personne qui va gérer. Cette capacité d'être dans le transversal, Ouais, il faut qu'on te donne cette opportunité d'être dans le transversal pour pouvoir faire les transformations qu'il faut aussi. exact. Ouais, tellement. Écoute, encore une fois, je pense qu'on va faire un troisième podcast pour donner, parce que c'est extrêmement passionnant. C'est tellement ça, c'est tellement vrai, c'est tellement concret, tellement. Ben, peut-être que pour nous c'est plus simple, mais je veux dire, c'est pas la mer à boire non plus. Mhm. Je veux dire, les éléments, les exemples que tu donnes, ça touche le B à bas, le basic, quelque chose qu'on peut faire facilement tous les jours Mhm. dans l'entreprise. Écoute, Alex, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu viens de nous donner comme solution, parce que oui, on a parlé de défis, mais on a parlé beaucoup plus des solutions qu'on peut apporter pour les différentes entreprises. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que c'était très concret. Donc, c'est facile de dire, OK, ouais, d'accord, ça, je peux faire ça de cette manière-là aussi dans mon entreprise. Est-ce que tu peux nous rappeler encore une fois comment on peut te rejoindre? Certainement. Donc, j'ai un courriel donc, qui est alex@artefactventures.com qu'on pourra laisser. Oui, Sur LinkedIn aussi, vous pouvez me rejoindre facilement. Donc, Alex Boissonneau. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous avec plaisir. L'expérience client, disons que ça anime beaucoup de discussions. Puis peut-être beaucoup. même un troisième podcast, on verra. Hein, on verra bien. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se donne rendez-vous encore dans 2 semaines. Au revoir. Merci, Alex. C'est un plaisir.